Je voulais présenter les bases de l'animation, donc je vais faire ça avec tout simplement un cube, et puis ici je vais ouvrir une timeline, donc je peux aller ici dans le menu déroulant et choisir timeline, ou bien je peux faire un Shift F12 jusqu'à tomber sur la timeline, et je vais d'abord ouvrir le panneau à gauche, là en cliquant sur la toute petite flèche qu'on va voir, et puis ce que je vois ici c'est ma timeline qui est représentée en gris, ça c'est la durée de ma timeline. Donc pour l'instant elle va de 0 à 100, mais ce que je peux faire c'est déterminer quelle va être sa durée. Donc par exemple ici dans ces pavés là je peux remplir, je peux mettre 0 pour start et ce que je veux pour end, ou bien je peux aussi aller dans playback. Alors je vais poser mon curseur là où je souhaite que se termine ma timeline, je clique sur playback et puis je clique sur set end frame, ou bien je fais un clic droit, j'assigne un raccourci à cette fonction. Mais là je vais tout simplement cliquer sur Set End Frame et ma timeline ne fait plus que 60 frames. Alors ensuite je sélectionne mon objet et je presse sur I pour lui assigner une keyframe, une image clé. Donc là j'ai toute une liste de keyframes possibles. Je vais choisir une keyframe de type Location, Rotation and Scale. Et là dans ma timeline ça va créer un petit point jaune. Ensuite, je vais presser Shift barre espace et je vais aller chercher mon gizmo de déplacement. Je vais mettre mon curseur par exemple à l'image 30. Je vais déplacer mon objet et je vais créer une deuxième keyframe avec I. Ensuite, ce que je fais, c'est que je lance l'animation avec la barre espace et ce que je vois, c'est que mon objet se déplace dans l'espace du point A au point B que j'ai défini. Et ce que je vois par ailleurs, c'est qu'il y a une accélération, décélération. Donc ça, je peux le régler en pressant T et en choisissant un autre type d'interpolation. Par exemple, ça peut être une interpolation de type linéaire. Et dans ce cas, il n'y a plus d'accélération, décélération. Le mouvement est régulier du point A au point B. Je peux aussi choisir constant. Et dans ce cas-là, le mouvement est brut de la position A à la position B. Mais je vais revenir tout simplement à une interpolation de type Bézier. Je peux déplacer bien sûr chacune de mes keyframes, donc je la sélectionne et je fais un G, et dans ce cas là par exemple si je rapproche mes deux keyframes, forcément le déplacement va être plus rapide. Pour aller rapidement d'une keyframe à l'autre, je peux utiliser la flèche haut et bas de mon clavier. Pour aller d'une frame à l'autre, ça va être flèche gauche, flèche droite. Pour sauter à la fin de ma timeline ou sauter au début, ça va être Shift, flèche droite, Shift, flèche gauche. Ici, en dépliant ces pistes, je vais voir les pistes qui correspondent à chacune des transformations possibles. Donc les transformations de location, de rotation, de scale. Mais on va voir ça plus tard, plus en détail. Et enfin, mes keyframes, j'aurais pu les régler aussi dans le panneau N ou ici dans l'onglet Object. Ce que je peux voir, c'est que les valeurs qui ont été affectées sont vertes ou bien marron au lieu d'être grises. C'est parce que justement, elles se sont vues attribuer des images clés ou bien elles font une interpolation. Donc je peux aussi régler ces valeurs de transformation directement dans ces panneaux. Donc par exemple, j'ai envie que mon objet aille un peu plus loin sur X, et bien tout simplement, je joue avec cette valeur et puis après je presse sur I avec le curseur au-dessus de mon pavé. Et là du coup maintenant le déplacement a changé. Mon objet se déplace un peu plus loin, exactement là où je l'ai déterminé ici. Je peux aussi déterminer de la même manière dans le panneau Object. Et j'ai une petite icône là qui est l'équivalent de faire un I, c'est-à-dire de créer une keyframe. Donc si je décoche et recoche, ça m'a sauvé la nouvelle keyframe. Alors maintenant, supposons que je veuille créer une deuxième animation. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sorte de ma timeline et que j'utilise plutôt le Dopsheet, qui est une autre fenêtre, qui va me permettre de gérer les différentes actions. Donc je clique sur Dopsheet ou bien tout simplement je clique sur F12 pour passer de la timeline au Dopsheet. Et là, j'ai plusieurs modes et je vais choisir Action Editor.
et ça va me permettre d'avoir accès à cette fenêtre là, enfin à ce menu déroulant qui va me permettre de gérer mes différentes actions. Donc pour l'instant j'en ai qu'une, c'est ce mouvement que j'ai créé. Et d'ailleurs je vais l'appeler mouvement 1. Alors ce que je peux faire dans l'Action Editor, c'est déplier à gauche mes pistes, et là j'ai accès à toutes les informations qui ont été enregistrées, c'est-à-dire à toutes les pistes de location, rotation et scale relatives à l'action qui s'appelle mouvement 1. Et si par exemple je rends inactive la piste X location, donc en cliquant sur cette icône, le petit carré, eh bien plus rien ne se passe, parce que mon animation consistant en un mouvement sur X, si je désactive X location, eh bien l'action n'a plus lieu. Alors pour ce qui est des autres icônes, ici on a avec la clé anglaise la possibilité de couper les modifiers associés à la piste. On va voir les modifiers tout à l'heure. Et le cadenas me permet de verrouiller la piste. Si je clique sur les icônes qui sont en haut, ça va activer ou désactiver toute la colonne. Alors quelques raccourcis à connaître. Alors bien sûr, si je veux manipuler toute une colonne, je fais un clic gauche tout simplement, et ensuite je la déplace en tirant, en gardant appuyé clic gauche. Si je veux sélectionner toute une ligne horizontalement, à ce moment-là, je presse, en ayant sélectionné une des keyframes, je presse sur L. Et j'ai bien sûr accès aux outils de sélection classiques, la box avec clic gauche, le lasso, le crayon. Je peux faire des scales aussi. Donc là, le scale, il va avoir lieu par rapport à la place de mon curseur. Donc si je mets mon curseur à 0 et que je fais un scale, voilà ce qui va se passer. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est le Graph Editor. Et le Graph Editor, c'est une représentation sous forme de courbe de nos interpolations. Donc quand je suis dans le dope sheet, je peux ici aller dans le menu déroulant et choisir Graph Editor. Ou bien je presse sur CTRL Tab et ça me permet de basculer directement dans le Graph Editor. Donc dans le Graph Editor, de la même manière, j'ai toutes mes pistes, mais cette fois-ci, l'action est représentée sous forme de courbe. Donc sur mon axe horizontal, j'ai le temps, les frames. Sur l'axe vertical, je vais avoir les coordonnées en fonction de la piste sélectionnée. Par exemple, si je sélectionne la piste X location, eh bien, je vais avoir la position de mon objet sur X à la frame 30. Et si jamais je joue avec les vertices de ma courbe, eh bien, je peux jouer sur la position de mon objet à la frame 30. Donc par exemple, si je déplace mon vertex sur Y, alors là je parle bien du Y de mon Graph Editor et non du Y de ma scène, ce qui va se passer, c'est que ça va augmenter la position de mon objet sur l'axe X. Et je peux aussi jouer sur l'axe X de mon Graph Editor, et dans ce cas-là, ça va avancer ou reculer l'arrivée de mon objet sur cette position sur X. Alors au passage, si je presse T, j'ai accès au type d'interpolation que je veux, et là on va clairement voir à quoi ressemble une interpolation de type linéaire comparée à une interpolation de type Bézier ou une interpolation de type constant. Alors pour simplifier la sélection d'une courbe ou d'une autre, je peux sélectionner une des pistes et puis presser Shift H, et dans ce cas-là ensuite je suis sûr de ne pouvoir sélectionner que ma courbe de location sur X et non aucune des autres courbes. Et ensuite pour sortir de cette piste uniquement, il suffit que je fasse Alt H et je réaffiche toutes les autres courbes. Dans le panneau N, ce à quoi j'ai accès, c'est par exemple des modifiers. Donc par exemple si je sélectionne ma piste X location et que je crée un modifier de type noise, ça va créer un bruit. Et du coup, mon objet, alors là, c'est peut-être pas forcément très clair, mais si j'augmente la force, ce que je vais voir, c'est que mon objet va se mettre à secouer, c'est-à-dire qu'il va commencer à avancer, reculer
sur l'axe X. Et alors je vais peut-être augmenter l'échelle de mon bruit. Voilà ce que ça peut donner. Donc ça permet de ne pas avoir de créer un bruit dans mon animation sans avoir à créer des images clés. Donc par exemple, je peux sélectionner la piste Z Location et lui attribuer un noise. Et dans ce cas-là, par exemple, si je veux que mon objet se mette à sauter sur l'axe Z, voilà ce qui se passe. Donc là, il avance à la fois sur l'axe X et est secoué sur l'axe Z grâce à ce noise. Bien sûr, je peux créer des keyframes dans mon Graph Editor. Donc par exemple, je peux mettre à la frame 15. Je vais n'afficher que la piste X Location. Je vais faire un Shift H. Je vais presser sur I et ça m'a créé une nouvelle keyframe. Je vais faire X pour la supprimer et Alt H pour faire revenir mes autres pistes. Je peux faire la même chose bien sûr dans le dopsheet. Donc à n'importe quel frame, je presse sur I et j'insère une keyframe pour toutes mes transformations ou bien celles sélectionnées. Et avec X, je supprime ces keyframes. Alors maintenant, je veux attribuer à mon objet une deuxième animation. Donc ce que je vais faire, c'est fermer l'animation qui est sélectionnée et créer une nouvelle animation. Donc par exemple, ma nouvelle animation, ça peut être mon cube qui est d'abord dans cette position. Donc je presse I et ensuite à la frame 30, disons, je vais faire une rotation avec double R pour faire une rotation anarchique, peu importe, et je crée une nouvelle keyframe. Donc voilà ce qui se passe. J'ai ma rotation qui joue et je vais appeler cette animation rotation. Alors ce que je peux voir, c'est que ma première action est toujours présente. Donc si je vais la chercher dans le menu déroulant, ça va venir l'attribuer à mon objet sélectionné. Et ma rotation est toujours là aussi. Je vais créer un deuxième objet, par exemple ça va être une Suzanne. Je vais la décaler. Et ce que je veux, c'est lui attribuer une action déjà existante. Donc ce que je peux faire, tout en ayant la Suzanne toujours sélectionnée, c'est cliquer sur le menu déroulant et aller chercher l'action que je veux. L'action qui appartenait auparavant au cube. En fait, une action n'appartient pas particulièrement à un objet, elle peut être partagée par plusieurs objets. Donc là, ce que je vois, c'est que ma Suzanne fait un saut. Et pourquoi cela? Parce qu'en fait, l'action que j'avais définie comporte des données de location. Et ces données de location, elles sont appliquées au nouvel objet de la même manière qu'elles étaient appliquées à mon cube. Et j'aurais beau décaler mon objet comme ça, il reviendra toujours à la frame, à la location qu'il est censé subir à la frame 0. Donc si jamais je veux que la première location, valeur location soit à cet endroit-là, eh bien je peux créer une nouvelle keyframe. Mais dans ce cas-là, si j'attribue la même action à mon cube, eh bien lui aussi il va se retrouver là pour le début de cette action. Donc supposons par exemple que je veux justement que ma Suzanne ait une action assez semblable, mais un peu décalée par rapport à celle du cube. Si jamais je ne veux pas créer une nouvelle action, ce que je peux faire, c'est par exemple, je vais faire un Shift S, Cursor to Selected, et puis je vais créer ici un empty. Je vais l'agrandir. Et je vais parenter la Suzanne à l'empty. L'empty, je peux le mettre ici par exemple. Je fais un CTRL P, Set Parent to Object, et je vais lancer l'animation. Donc en principe, ils ont tous les deux la même, oui. Et alors, il faut que je décale mon empty. Et ce qui se passe, c'est que du fait de la position de l'empty, l'action que subit Suzanne est décalée. Donc ça peut être un moyen d'utiliser une même action, mais décalée. Un autre moyen, ça peut être d'utiliser ici, sous l'onglet Object, les valeurs Delta Transform. Et ça me permet de décaler mon objet dans la scène. Et quand je lance l'animation, les deux objets ne sont plus confondus.
Donc je vais remettre à 0 les valeurs delta transform. Un troisième moyen, ça peut être tout simplement d'attribuer à ma Suzanne une nouvelle action, une duplication de cette action mais décalée. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer sur l'icône où on voit deux feuilles qui se superposent. Ça permet de créer une nouvelle action qui est une duplication de celle qui était sélectionnée. Et du coup, cette action, je vais l'appeler mouvement 2. Du coup, là, dans ma liste, j'ai toujours mouvement 1 et mouvement 2. Et je vais modifier cette action. Donc, je vais aller, par exemple, dans le Graph Editor. Je vais presser CTRL Tab. Ici, je vais sélectionner X Location. Je vais presser Shift H de manière à n'agir que sur la location sur X. Et je vais faire GY de manière à décaler mon objet sur X dans ma vue 3D. Je pourrais très bien aussi sélectionner la piste Y Location, faire un Shift H et sélectionner et GY de manière à décaler mon objet sur l'axe Y. Là ensuite je vais faire Alt H pour rendre à nouveau visible toutes mes pistes. Avec CTRL Tab je rebascule en mode d'Upsheet, dans la fenêtre d'Upsheet. Et maintenant ce qui se passe, voilà, c'est que l'action mouvement 2 est une copie de mouvement 1 mais avec des nouvelles données. J'ai décalé les coordonnées de location, donc mon objet n'est plus confondu avec le cube. Alors au passage, une option qui est utile pour m'y retrouver dans les différentes keyframes des différentes actions de mes objets, c'est l'option Only Show Selected, la petite flèche qui est bleue quand elle est activée. Et il faut que je sois en mode d'Upsheet par défaut. Et ce que je vois, alors je vais un peu changer la place des keyframes de l'action de Suzanne. Ce que je vois, c'est que si je sélectionne Suzanne, j'ai accès à ces keyframes. Si je sélectionne le cube, j'ai accès à ces keyframes, mais je n'ai plus accès aux keyframes de Suzanne. Par contre, si je désactive cette option, du coup là, je vais avoir accès à l'ensemble des keyframes des objets présents, ce qui peut être utile parfois, donc ça dépend vraiment de la situation. De la même manière, si je bascule avec CTRL Tab en mode Graph Editor, cette option fonctionnera et selon que je l'active ou non, j'aurai accès soit au keyframe de l'objet sélectionné, soit à l'ensemble des keyframes. Donc là, je peux voir la présence de mes deux objets si jamais je désactive cette option, et si je l'active, je n'ai plus accès que aux keyframes relatives à l'objet sélectionné. Ensuite, ce que je peux constater ici dans ma liste d'actions, c'est que mouvement 1 et mouvement 2 n'ont aucun préfixe. Par contre, rotation a un préfixe 0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'action que j'ai appelée rotation n'est attribuée à aucun objet. Du coup, ce qui va se passer, c'est que si je ferme et réouvre Blender, cette action va être supprimée parce que Blender considère qu'il n'y a aucun objet qui utilise cette action. Ça fonctionne comme les matériaux, par exemple. Donc, ce que je peux faire, si jamais je veux m'assurer que Rotation ne sera pas supprimé, je peux le sélectionner. Et alors là, comme j'ai sélectionné cet objet, ça me l'attribue, mais peu importe. Et ce que je fais, c'est que je clique sur l'icône bouclier qui, en fait, va attribuer à cette action rotation un fake user, un utilisateur fictif. Et de cette manière-là, quand je regarde dans ma liste, mon action qui s'appelle rotation se voit précédée d'un F comme fake user. Et elle ne sera pas supprimée même si je ne la sélectionne pour aucun objet. Donc là, je vais resélectionner mouvement 1 pour mon cube. Si je veux faire la purge des éléments qui ne sont pas utilisés sans avoir à fermer et réouvrir Blender, ce que je peux faire dans l'outliner, c'est choisir Orphan Data. Et là, j'ai un bouton purge. Je clique sur purge et ça va complètement me vider Blender des actions, ou enfin de tous les éléments qui ne sont pas utilisés. Mais attention à bien garder en tête qu'on peut vouloir conserver des actions qui ne sont utilisées par aucun objet. Donc dans ce cas-là, bien penser à cliquer sur l'icône bouclier. Donc je peux le faire d'ailleurs pour des actions qui sont utilisées par des objets. À chaque fois là, je vais leur attribuer un fake user. Du coup, quoi qu'il arrive,
ces actions seront toujours sauvées, même si elles n'ont aucun utilisateur. Alors maintenant, supposons que je veuille répéter des actions déjà créées ou les faire se succéder, etc. Au lieu de bidouiller tout ça à l'intérieur de nouvelles actions, ce que je peux faire, c'est utiliser un séquenceur qui s'appelle le Non-Linear Animation, ou NLA. Voilà à quoi ressemble ce NLA. Donc en fait, c'est des pistes qui correspondent aux objets que j'ai créés. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ici activer l'option Only Show Selected qui va me permettre de ne voir que la piste relative à l'objet sélectionné. Et par exemple, si je sélectionne mon cube, pour l'instant dans le NLA, je n'ai rien du tout, mais ce que je peux faire, c'est pousser l'action que je viens de créer, enfin du moins qui est sélectionnée pour cet objet, à l'intérieur du NLA. Donc ce que je fais, c'est que je clique sur Push Down, mon action disparaît du dopsheet, elle apparaît sous forme de strip jaune dans le NLA, et maintenant c'est cette action qui va jouer. Et par exemple, ce que je peux faire, c'est sélectionner cette action, la dupliquer, et voilà ce que ça donne. Donc elle va rejouer. Ou bien ce que je peux faire, c'est aussi sélectionner une autre action, donc par exemple l'action de rotation, je la pousse à son tour dans le NLA, et je vais la déplacer et la mettre juste derrière la première action, et mon objet va subir la première action puis la seconde. Ce que je peux faire à tout moment, c'est sélectionner le strip que je veux et presser Tab, et du coup ça me donne accès dans le dopsheet à l'action sélectionnée, ça me permet de l'éditer. Alors une animation qui jouera dans le dopsheet sera toujours prioritaire par rapport à une action qui joue dans le NLA. Mais si vous voyez que vous n'avez aucune action dans le dopsheet, mais qu'il y a quand même une animation qui tourne, c'est parce que il doit y avoir une action dans le NLA qui est en train de jouer. Voilà, merci pour votre attention.